Et donc je parierais sur une innovation non prévue aujourd'hui qui fera que la position Nvidia sera moins dominante qu'elle n'est aujourd'hui. La quasi-totalité des investisseurs qui achètent du titre Nvidia ne sont pas capables de faire la différence entre une puce Intel et une puce Nvidia. Vous parieriez plutôt sur des purs players de l'IA, des sociétés qui font que de l'IA, par exemple? Non, c'est beaucoup trop tard. Moi, si vous achetez un price earning supérieur à 20, c'est un bon moyen de perdre de l'argent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury de Tonquédec, c'est Allô la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Habituellement, on prend vos questions que vous nous écrivez au 07 49 76 11 67 ou alors en cliquant directement sur notre Linktree qui se trouve un petit peu partout sur nos réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2025 et en ce jour de commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, nous allons nous souvenir. Et comme ici on parle de votre argent, nous allons nous souvenir des 4 dernières crises majeures que votre portefeuille a ou aurait pu traverser. Avoir les anecdotes les plus folles, mais surtout les clés, les hacks pour que votre portefeuille en sorte indemne, voire grandi, car derrière chaque crise il y a une opportunité. Notre invité du jour les a toutes traversées et puis on demandera en fin d'émission quelle sera, selon notre invité de marque, la prochaine crise et comment s'y préparer dès aujourd'hui. Alors ouvrez bien vos oreilles et prenez des notes car sur ce sujet, notre invité ne l'a jamais abordé ailleurs publiquement. C'est du caviar, servez-vous. 47 ans sur les marchés financiers, il dirige la société Indépendance AM depuis 1992 et s'est imposé comme une référence du value investing, il va nous expliquer ce que c'est, européen, en particulier sur les petites et moyennes capitalisation. Il fait sur les 33 dernières années une performance, tenez-vous bien, de plus 13% par an sur le fonds France et de plus de 17% sur le fonds Small Europe créé en 2018. William Higons, président d'Indépendance AM, est notre invité. Bonjour William. Bonjour Amaury. Bon, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui parce que comme je le disais, voilà, ça fait un petit moment qu'on se connaît et je voulais vous recevoir sur ce podcast parce que vous êtes clairement un monument de la gestion d'actifs en France. Vous avez des performances incroyables comme on l'a cité ici et vous êtes toujours encore sur le marché, toujours actif avec des très bonnes performances et on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'en plus, ce sujet des crises, vous l'avez jamais abordé ailleurs. Jusqu'à présent, non. Et ça va être très intéressant. Là, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va se repasser vraiment les 4 dernières crises, passer juste peut-être pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, peut-être 2 mots d'Indépendance AM, nous dire juste, voilà, en 30 secondes ce que c'est pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette société. Attendez, stop. Si vous écoutez Allô la Martingale, c'est que vous voulez commencer à investir ou alors mieux investir. Et c'est déjà super. Mais on le sait, trouver le bon partenaire qui va vous accompagner là-dedans, c'est pas évident. On compare, on demande des avis, et puis on hésite. Alors le plus simple, c'est de faire ça avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Mon idée pour vous, mon partenaire, Amundi. Amundi fournit des produits d'investissement à plus de 100 millions de personnes dans 35 pays et sur les 5 continents. C'est le premier gérant d'actifs en France et en Europe, et c'est le seul acteur européen dans le top 10 mondial. Ils ont plus de 2200 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ça fait 30 ans qu'ils sont sur les marchés, alors les crises, ils en ont traversé, ils savent les gérer. Autre avantage, la diversité de leurs solutions. Quel que soit votre objectif, vous en trouverez forcément une qui vous conviendra. Par exemple, pour préparer votre retraite. Gestion passive avec des ETF, gestion active, expertise immobilière et actifs réels type private equity ou dette privée et même des fonds thématiques sur tout type de classe d'actifs. Amundi, c'est vraiment le partenaire de confiance. Pour rappel, investir implique des risques. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF et c'est le leader européen selon le classement du magazine IPE, magazine de référence dans la gestion d'actifs. Pour vous renseigner, rendez-vous sur amundi.fr. Allez, on retourne à vos questions. Alors, Indépendance AM est une société de gestion qui a été créée en 1990, que j'ai rejoint en 92, qui à l'origine avait un fonds Small Cap France, qui est toujours là, et on a progressivement diversifié nos activités. Nous sommes depuis 2018, nous avons un fonds Small Europe, et nous avons maintenant quelques mandats en plus de ces 2 fonds. Ok, alors aujourd'hui, on va pas forcément parler de ça, mais votre spécialité, c'est le value investing. C'est quoi en fait le value investing ?
Alors, le value investing, ça part d'une constatation, ces personnes, et notamment les investisseurs, n'ont de dons de voyance, donc l'avenir est très incertain. Si on investit dans des valeurs chères, c'est qu'on croit qu'on peut déterminer qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Nous partons de la théorie inverse, personne ne peut prévoir ce qui va se passer. En revanche, les sociétés les plus rentables aujourd'hui vont probablement le rester pendant un certain temps. Donc nous achetons les actions de sociétés très rentables et très mal valorisées. Ok, très clair. Alors ça va être très intéressant. Là, on va repasser les cas de crise, mais restez avec nous parce qu'en fin d'émission, William a un avis très tranché sur la prochaine crise qui devrait arriver bientôt, selon lui. Ça, on n'en sait rien. Non, les crises, on ne sait jamais quand elles se... Mais en tout cas, vous savez a priori à quel endroit on risque d'avoir mal et vous nous direz tout ça en fin d'émission. Et puis bien sûr, il y aura les deux questions cash. L'investissement en casino et l'investissement à 10 ans. La première crise. La crise de 1987, le fameux lundi noir, le 19 octobre 87, les marchés financiers du monde entier se sont effondrés brutalement. En une seule journée, le Dow Jones, donc l'indice phare américain, a perdu près de 23%. C'est la plus forte chute en une séance de toute son histoire. À titre de comparaison, c'est un petit peu comme si le CAC 40 perdait plus d'un quart de sa valeur entre le petit déjeuner et le dîner. William, pour vous, c'était quoi les causes de cette crise déjà, pour commencer? Alors en fait, bizarrement, il n'y a pas de cause. Si on regarde sur le moment, personne n'a su ce qui s'était passé. J'ai vérifié avant de venir ici s'il y avait des causes qui semblaient maintenant, avec du recul, justifier la baisse. Et en fait, il n'y en a pas vraiment. Probablement un accident statistique. C'est ce jour-là, beaucoup de gens se sont mis à vendre. Il n'y avait pas de circuit breaker. Les gens ont vu que ça baissait. Il y avait probablement pas mal d'ordres limites, mais pas très sophistiqués. Donc d'un seul coup, tout le monde s'est mis à vendre et personne s'est mis en face. Vous étiez où à ce moment-là? Enfin, vous faisiez quoi? Alors moi, j'étais dans une banque, je gérais un petit portefeuille. Je faisais plutôt du M&A, mais je gérais aussi un portefeuille. La compliance n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui. Et je me rappelle très bien, on avait des Minitel à l'époque. Et j'ai cru qu'il y avait un bug sur la Société des bourses françaises parce qu'il n'y avait aucun ordre d'achat dans le système. À quel moment vous vous êtes dit, bon, là, il y a quelque chose d'anormal qui se passe? C'est à ce moment-là, quand vous avez dit qu'il n'y avait aucun ordre d'achat? Non, à l'époque, on s'est dit, tiens, il y a un bug, le système informatique de la bourse française ne marche pas. On n'a jamais imaginé que c'était une crise. Sur les petites valeurs, il n'y avait pas d'ordre d'achat. C'était impressionnant. Après, la bourse française a baissé de 9% dans la journée, mais probablement que c'était beaucoup plus, mais il y avait beaucoup de titres qui ne cotaient pas, qui étaient réservés à la baisse. Donc d'un seul coup, tout le monde a été paniqué. Et vous, justement, comment vous avez réagi à ça? Là, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Dans quel état psychologique vous étiez? J'étais pas très heureux. Mon client, parce que j'avais un client, évidemment, était malheureux. Heureusement, j'ai eu la chance d'aller voir un boursier confirmé qui m'avait expliqué qu'à partir d'un certain niveau de baisse, il fallait ne rien faire et attendre que ça monte. Et en fait, ça a monté assez rapidement. En fait, je crois qu'on a récupéré à peu près le niveau d'octobre 87 en mai 88. Donc s'il y avait une leçon à tirer de 87, c'est à partir d'une très forte crise, il vaut mieux ne rien faire et ne pas vendre les titres qui ont le plus baissé, ce qui est une stratégie assez normale, qui pour moi est une stratégie gagnante. Mais à partir d'un certain niveau de baisse, il vaut mieux faire le dos rond et attendre que ça se passe. Donc pour vous, il vaut mieux pas avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui existe par exemple des stop-loss, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau de baisse, il y a des titres qui peuvent se vendre automatiquement. C'est une sorte de filet de sécurité, c'est-à-dire pour limiter les pertes. Pour vous, si demain il y a un crack sur les marchés, quelle qu'en soit la raison, s'il y a une très très forte baisse des titres. D'ailleurs, pour vous, c'est quoi une forte baisse? À partir de combien de pourcents sur un titre, c'est une forte baisse?
En fait, il n'y a pas de forte baisse absolue. Il y a des fortes baisses par rapport aux indices, enfin par rapport au marché, en fait. C'est à partir du moment où un titre décale de plus de 20% par rapport au marché, c'est une forte baisse. À partir de 30%, il faut admettre qu'on s'est probablement trompé et probablement qu'il ne faut pas insister. Et si vous êtes à moins 30 par exemple, là, si je vous écoute, vous ne faites rien, vous ne vendez pas. On ne vend jamais, non, mais l'idée de base, c'est on ne sait jamais si les marchés vont monter ou baisser demain, donc on ne fait pas semblant de savoir. Et est-ce que, avec le recul, là, en 87, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez faites différemment ? Non, parce que c'est tombé comme un éclair brutal sur le marché. C'était complètement inattendu, c'est même toujours inexplicable. Donc, bon, il n'y a pas vraiment de leçon, à part qu'effectivement, en cas de très forte baisse dans la journée, parce que c'était dans la journée, enfin derrière, ça a dû continuer ça n'a pas remonté tout de suite, il faut être capable d'attendre. Donc vous, s'il y a une baisse éclair, vous vous dites « je ne fais rien ». Est-ce que vous vous dites « je rachète » ? Le fameux buy the dip, c'est-à-dire que s'il y a une baisse éclair comme ça qui se représentait demain comme en 87, un fameux lundi noir, est-ce que vous diriez « tiens, j'ai un peu de cash, je vais en profiter pour racheter ». Alors nous, on n'a jamais de cash, donc la question se pose pas. Mais si vous en aviez ? Normalement, on a la trouille et on ne le fait pas. Et au-delà de la trouille, s'il y avait une attitude rationnelle... Faire, mais oui, c'est ça la question, c'est comment est-ce qu'on doit se comporter selon vous ? Non, le maximum qu'on puisse faire, c'est ne pas augmenter la part du cash. Ne pas augmenter la part du cash, d'accord, très bien. Bon, déjà un premier enseignement, donc, pour vous, il ne faut pas paniquer, ne pas vendre, surtout ne pas vendre, et éventuellement, dans certains cas, acheter. Si vous êtes capable d'acheter quand les marchés s'effondrent et que personne ne veut acheter, effectivement, c'est une bonne stratégie, mais psychologiquement, c'est extrêmement dur et vous y arriverez. Normalement, vous n'y arriverez pas. Ok, non mais c'est hyper important, là, ces fameux biais psychologiques. Ouais. Bon, la deuxième crise de 2000, la fameuse bulle Internet. Donc voilà, on est à la fin des années 90. Internet, c'est un peu la nouvelle ruée vers l'or, peut-être un peu comme l'IA aujourd'hui, d'ailleurs on en parlera en fin d'émission. Voilà, des milliers de startups qui se créent, qui lèvent des millions et qui s'introduisent en bourse sur des simples promesses d'avenir. Non, c'était pas simplement des promesses d'avenir. C'était le marché a vu que Internet était une révolution. Ça, tout le monde l'avait compris à l'époque. Tout le monde a compris. Et France Télécom, parce qu'ils allaient faire des réseaux, avait un pricing de 40. Voilà. Donc l'idée de base était tout à fait valable, en disant Internet va révolutionner le monde et les gens... Enfin, les sociétés liées à Internet vont gagner beaucoup d'argent, ce qui en fait s'est pas révélé complètement exact. Notamment, si vous regardez France Télécom, ça n'a pas été la société qui a très bien marché pendant les 10 années qui ont suivi. Mais bon, il y avait une histoire qui tenait la route. Le petit problème, c'est que les gens ont cru qu'ils pouvaient faire des prévisions qui allaient se réaliser, ce qui est la preuve d'un orgueil mal placé, surtout quand il est en bourse. Et les valos étaient devenus loufoques, c'est-à-dire tout ce qui était lié à Internet valait 40... Enfin, je dis ça, mais vous pouvez vérifier parce que c'est probablement faux. Disons, on avait des pricing vers 40 à peu près à l'époque. Et les valeurs non Internet n'étaient pas chères du tout. C'est-à-dire, d'un seul coup, la totalité des investisseurs sont allés sur les valeurs liées à Internet et ont lâché tout ce qui n'était pas Internet. Et je me rappelle que Saint-Gobain, qui n'avait pas de problème particulier, valait 7-8 fois en 2000. Alors qu'on comprenne bien, le fameux PER, le Price Earning Ratio, c'est une sorte de technique pour... C'est la capitalisation boursière divisée par le bénéfice. Voilà, c'est ça. Et en moyenne, à l'époque, on était à combien à peu près pour comprendre Alors, honnêtement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'était très élevé sur la totalité du marché. D'accord. Voilà. Et surtout, les investisseurs normaux avaient bourré leurs titres sur les valorisations les plus élevées. Et ce qui était étonnant, c'est que là, c'était une crise prévisible,
c'était une bulle qui avait tous les attributs de la bulle. Et alors là, ce qui est un petit chiffre quand même, le Nasdaq, donc l'indice phare des valeurs technologiques, il a perdu près de 80% en 2 ans. Donc c'est complètement fou, quoi, ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous, même question que pour la crise précédente, vous étiez où à ce moment-là? Vous faisiez quoi? Alors, et à quel moment vous vous êtes dit, waouh, là il y a un truc pas normal qui se passe? Alors là, c'était assez facile, je dirais, notamment parce que j'avais vu un tableau qui montrait qu'est-ce que c'était les critères permettant de déterminer qu'est-ce que c'était qu'une bulle. Ah, il y avait déjà votre tableau qui était prêt. Il y avait un tableau que j'avais lu dans un livre qui, d'après moi, est The Intelligent Investor, mais j'arrive pas à le retrouver, donc je commence à avoir des doutes sur si c'était vraiment dans ce livre-là. Mais bon, a priori, c'était dans ce livre-là. Et qui disait, traduit en français, des journaux comme Le Monde qui n'ont jamais parlé de la bourse parlent de la bourse en première page. Donc ça, c'était un critère. Après, les chauffeurs de taxi parlent de la bourse. Dans les dîners, tout le monde explique qu'il a gagné une fortune en spéculant en bourse. Donc ça, c'est déjà 3 critères. Après, les valorisations sont élevées. Et alors, il est très intéressant ce critère de médiatique et un petit peu de pouls, un petit peu de ce qui se passe dans la population. Ouais. C'est-à-dire que pour vous, quand d'ailleurs ça me fait un peu penser au crypto aussi, pour vous, quand il y a un moment où des gens qui ne parlent jamais d'investissement en parlent et disent il faut acheter ci, il faut acheter ça, alors que ce sont des gens, que ce soit des journaux qui parlent pas spécialement d'investissement à la base, ou alors des gens parlent de chauffeurs de taxi ou même d'amis à nous qui commencent à parler de ça, là il faut se méfier absolument. Selon vous? Là, c'est les critères d'une bulle qui s'est bien développée. Ok. Voilà. Donc, en fait, grâce à ça, en 2000, je savais que c'était une bulle. Donc, j'avais pas de valeur liée à Internet. Donc, mes clients commençaient à s'énerver en me disant, on comprend que c'est pas votre stratégie, mais pourquoi vous n'achetez pas des titres qui ne peuvent pas baisser? Heureusement pour moi, parce que la pression est devenue assez forte en février 2000, que le crack a dû commencer au mois de mars, et grâce à ça, j'ai eu l'air très intelligent, parce que globalement, le marché a perdu 50% entre 2000 et 2003, alors que globalement, le fonds a fait 0 ou a gagné un peu, parce que, en fait, ce qui était la crise 2000-2003 a été spéciale dans la mesure où les valeurs les moins bien valorisées n'ont pas bougé, mais les valeurs les mieux valorisées se sont effondrées. En fait, pour simplifier, en 2000, les valeurs que les gens aimaient pas, parce que classique avait des price earnings de 8, les valeurs sexy, Internet avaient des price earnings de 40, et en 2003, tout le monde est arrivé à 9. Donc en fait, ça veut dire que, mine de rien, ça veut dire qu'en fait, est-ce que paradoxalement, dans une crise, ça nettoie pas, entre guillemets, un petit peu, des valorisations qui ont été trop excessives, mais mine de rien, les valeurs qui étaient valorisées normalement, finalement, ne bougent pas tellement? Ça dépend des années. Mais là, c'était vraiment l'éventail qui se refermait. Et je me rappelle même que j'étais obligé de changer le prospectus, parce que je disais que j'avais une décote en prix sur autofinancement de 30%, et que ce jour-là, cette année-là, on était descendu à peu près à 15%, mais qu'on pouvait rien faire parce que toutes les valeurs étaient valorisées à peu près de la même manière. On sent que les investisseurs avaient perdu confiance dans leur capacité à prévoir l'avenir, et donc ils se disaient je valorise à peu près tout de la même manière. Et donc là, pour vous, le gros warning qu'il y a eu à l'époque, c'est un warning médiatique. Maintenant, dans la manière de gérer cette crise, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment avec le recul? Non, parce que si on m'annonçait qu'il y avait une crise, à la limite, j'aurais eu du cash, mais l'idée d'avoir du cash, c'est une très mauvaise idée. Ah, c'est intéressant. On va en parler en fin d'émission de ça, justement, pour la potentielle prochaine crise qui viendrait. Non, mais il y a toutes les études démontrent que les particuliers, mais les gérants, c'est des particuliers qui font métier, mais qui ont à peu près les mêmes risques, perdent facilement 2% dès qu'ils font du market timing. Donc, il faut se dire que quand vous dites c'est le moment d'augmenter la part de cash dans mon portefeuille, c'est pas le moment. C'est-à-dire vous êtes normaux et vous êtes en train de faire ce qu'il faut pas faire.
Ok, très intéressant. On va passer à la troisième crise. Voilà, peut-être Celle-là, je l'ai une qui a le plus complètement fait loupée. parler. La crise, ça va être intéressant. La crise de 2008, la fameuse crise des subprimes, donc tout a commencé. Voilà, on était aux États-Unis avec des crédits immobiliers à risque, les fameux subprimes. Les banques qui prêtaient massivement à des ménages peu solvables, puis se transforment ces prêts en produits financiers vendus dans le monde entier. Et tant que l'immobilier montait, tout allait bien. Mais quand les prix ont commencé à baisser, tout le château de cartes s'est effondré. Et en septembre 2008, on a la banque Lehman Brothers qui fait faillite. Panique mondiale, les marchés chutent et la confiance disparaît. Le système bancaire menace un petit peu de s'écrouler. William, à ce moment-là, même question que pour les autres, vous faisiez quoi et à quel moment vous vous êtes dit, là, là, j'étais très mauvais, en fait. Il faut comprendre qu'à l'époque, on n'imaginait pas que puisse avoir une crise bancaire. C'était impossible. C'était impossible. On savait qu'en 29, il y en avait une et que depuis, tout le monde surveillait les banques et que les autorités centrales allaient se débrouiller pour qu'il n'y ait pas de crise bancaire. Que depuis que Keynes avait écrit des articles ou des livres, on comprenait le risque et que ce n'était pas possible. Au point que là, je m'en veux terriblement. J'avais rencontré dans le métro une amie de ma fille qui était en stage au CCF à l'époque et qui m'avait expliqué qu'un responsable de la banque était descendu dans la table de marché pour savoir si on leur remboursait un prêt. C'était la banque des collectivités qui devait rembourser. Et j'aurais dû me dire, si on n'est pas sûr qu'une banque de premier plan rembourse un prêt, c'est qu'on a une crise bancaire et j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Donc globalement, la crise est arrivée, tout a baissé de 50%, le fonds que je gérais a baissé de 50%, mais pas de prévision de ma part, j'ai réagi comme le marché. Donc, Qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment à l'époque pour crise... tirer un peu les enseignements des crises? Voilà, l'idée de reprendre ces quatre crises. Cette crise-là, une crise bancaire, il faut avoir du cash. C'est le seul moyen, tout baisse de 50%. Ah donc là et malgré ça, malgré cette expérience-là, vous nous dites, faut pas de cash. Non, parce que c'est la seule crise où il fallait avoir du cash. Mais si ça se trouve, la prochaine, il faudra en avoir. Oui, mais statistiquement, c'est une mauvaise idée. Ok. Bon, de toute façon, on en parlera à la fin de la prochaine crise. Donc là, pour vous, c'était pas... Voilà, vous avez rien vu venir finalement. Vous vous êtes dit, c'est pas possible. On n'y croit pas, une crise bancaire, c'est pas possible. Les gens surestiment la crise bancaire. Mais non, on a eu une vraie crise bancaire comme on n'avait plus depuis 29. Et donc cette crise, dans les signaux, s'il y avait des signaux que vous n'avez pas forcément regardés à ce moment-là, mais qu'il aurait fallu regarder. Alors chaque crise est différente, mais l'idée c'est un petit peu de tirer des enseignements de ça. C'est quoi, s'il y avait un enseignement à tirer de cette crise-là, ce serait lequel? À part de vous dire, j'aurais pu avoir un peu de cash. Non, si une banque saute, a priori, il faut faire attention. Et encore. Mais ça veut dire quoi une banque saute? Il y a une petite banque, c'est une banque est mise en liquidation, notamment aux États-Unis, ça devient grave. Donc, où que ce soit dans le monde. Même, si c'est en Suisse, c'est pour ça aussi les Suisses ont sauvé Crédit Suisse. Les crises bancaires, c'est quand même, ça se propage assez bien. Donc, les banques, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous surveillez un petit peu particulièrement. Mais on n'investit pas dans les banques. Ok. Ouais, mais même, je veux dire, la crise, elle s'est propagée. Oui, ça se propage. Et ça, vous regardez ça un petit peu ou... Non. Ça arrivera. Non, mais il y a des gens qui, notamment les banques centrales, sont censés surveiller ça. Vous faites confiance aux banques centrales? Normalement, ça va. Ok. Bon, quatrième crise. Voilà, la plus proche de nous, 2020. Le fameux choc du Covid. Voilà, mars 2020, en quelques jours, le monde entier s'arrête, clairement. Avions au sol, commerce fermé, chaîne de production bloquée. Les marchés paniquent. Le CAC 40 perd 40% en un mois, du jamais vu depuis 1929. Mais cette fois, la réponse est immédiate. Les banques centrales, justement, William, et les gouvernements injectent des milliers de milliards pour soutenir l'économie. Résultat, après un effondrement éclair,
les marchés rebondissent quasiment aussi vite, ce qu'ils ont chuté. Vous, pareil, vous étiez où? Vous faisiez quoi? Et à quel moment vous avez vu qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait? Oh non, pas plus vite que les autres. Hein. C'est globalement au début, il y avait disons pas plus vite. C'est-à-dire, j'ai pas dès le début, je me suis pas dit tiens, c'est une épidémie mondiale, tout le monde va être confiné, etc. Ça, il y a peu de monde qui l'avait vu venir. Donc là, c'est clair, j'étais quand même normal. Néanmoins, là où on n'était pas trop mauvais, c'est il faut quand même regarder l'histoire. Les épidémies, ça dure pas beaucoup plus que 3 ans. Donc on n'avait pas la vision de la fin du monde. On était plutôt sur se dire ça va être mauvais pendant quelques temps. Ensuite, j'ai eu de la chance, parce que dans ce métier, il faut avoir de la chance. Donc j'avais quand même mis notamment jusqu'à fin avril, ce qui m'avait permis de surperformer pendant la baisse. Et heureusement pour moi, j'avais Option Finance qui m'avait demandé d'écrire un article. Et j'avais écrit un article où j'avais dit j'ai augmenté la part de cash dans le fonds. Mais comme je suis quelqu'un qui a des principes, j'avais rajouté, et c'est une erreur. Vous m'avez dit que vous avez plus de 15% de cash que d'habitude. Ouais. Normalement, je suis à 0, je devais être à plus de 15. Et là, je me suis dit, ou 15, ça dépend si mon prospectus me permettait. Enfin, j'étais au maximum possible. Et là, comme j'avais écrit que c'était une erreur, parce que mes principes me font écrire des choses intéressantes, j'ai arrêté d'avoir du cash, j'ai liquidé le cash assez rapidement. Et du mois de mai 2000 à mai 2001, le marché a quasiment fait 100%. Donc heureusement que j'avais arrêté de faire du cash. Donc la réponse, quand vous réfléchissez, vous savez que vous n'êtes pas capable de faire du market timing. Donc c'est pas la peine d'essayer. Une fois de temps en temps, ça va marcher, mais statistiquement, ça marche pas. Donc il faut que vous disiez, comme moi, je ne fais pas du market timing, ça marche pas. C'est quoi l'enseignement de cette crise pour vous de 2020? Je parle boursièrement parlant. À part se dire, faut pas faire de market timing, est-ce qu'il y a un enseignement là, quelque chose où vous vous dites, tiens, la prochaine fois, je ferai pas forcément ça, ou alors je ferai telle ou telle chose? Non, disons, ce qui est intéressant, c'est de voir... en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les valorisations élevées. C'est jamais... Enfin, c'est très rarement tenable. C'est-à-dire, si vous vous rappelez, les sociétés qui faisaient des vaccins ont eu des valorisations très élevées. Les gens qui faisaient des masques, même punis, enfin, même titre... même caractéristiques, etc. Vous n'êtes pas allé là-dessus, par exemple? C'est les valorisations, ces sociétés qui sont un petit peu envolées au moment du Covid. Non. Je ce que vous dites sur les masques, les vaccins, etc. C'est des choses sur lesquelles vous êtes allé. Les vaccins, on n'avait pas le choix, on n'en avait pas. Enfin, dans notre univers, il n'y en avait pas. Les masques, c'était... si on admettait... En fait, il faut se méfier dans l'investissement. Ne pas confondre des valeurs de croissance. Nous, on n'investit pas dans les valeurs de croissance, mais j'ai quand même des idées sur les valeurs de croissance. Disons, une valeur de croissance est censée croître pendant longtemps, pour ne pas dire à l'infini, mais au moins une vingtaine d'années, alors qu'une valeur qui va croître très rapidement pendant 5 ans n'est pas une valeur de croissance. Donc, ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, vous vous êtes dit, elle va peut-être monter. Non, mais c'est-à-dire, si vous pensez que le Covid, ça va durer 3 ans, vous dites, dans 3 ans, ils vendront plus de masques, ou ils vendront une quantité très faible de masques par rapport à aujourd'hui. Pourquoi je la valoriserai 20 fois le bénéfice de l'année? Donc, c'était pas votre thèse, donc vous n'êtes pas allé sur ce genre de valeur. On n'est pas allé sur ce genre de valeur. Mais c'était le même, Solution 30 qui a eu quand même pas mal de problèmes. On pouvait se dire, on va installer la fibre en France, et donc ils ont quelques années fabuleuses, mais une fois qu'ils auront installé de la fibre dans tous les foyers, le marché sera de 0. Donc c'est pas une valeur de croissance.
Et à ce moment du Covid, justement, un petit peu dans la panique générale, où on voit tous les marchés qui baissent, hein, ce que je disais, hein, pour le CAC 40, perd 40% en un mois, c'est quand même assez fou. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Vous vous dites ce que vous m'avez dit là au début pour les premières crises, c'est-à-dire, on attend, ne fait rien. Ou alors là, vous vous dites, putain, mais il y a peut-être un coup à faire, il y a peut-être quelque chose à faire. Notamment, là, en plus, cette fois-ci, vous aviez du cash. Non, j'avais pas de cash au début, hein, donc j'ai fait du cash progressivement au début de la crise. Bon, là, j'ai eu, pour une fois, j'ai fait du market timing et c'est beginner's luck, comme je le faisais jamais, j'ai eu de la chance, donc ça a marché, mais c'était de la chance. Ok. Et là, vous vous dites, dernière question sur cette crise, et après on passe à la potentielle prochaine crise. S'il y a un enseignement à tirer là, voilà, quelque chose que je sais pas, pareil que pour les autres, que vous auriez pu faire différemment, ou quelque chose qui a peut-être changé votre vision justement des crises, vous vous dites tiens, pour les prochaines, il faudrait faire ci ou ça. Non, je vais pas tirer. Disons, ça m'a rappelé mon principe de pas avoir de cash, mais à part ça, rien. Ok. Bon, alors maintenant, on va arriver à aujourd'hui. Voilà, on est en novembre 2025, la dernière grande crise qu'il y a eu, elle était du coup il y a 5 ans, on va dire, la crise de 2020. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant qu'on a repassé un petit peu en revue toutes ces années sur les marchés, ces 4 crises majeures qu'il y a eu, qu'on a un petit peu décortiqué là avec vous, William, c'est de se dire, selon vous, quelle pourrait être la prochaine crise? C'est-à-dire avec toute l'expérience que vous avez là sur les marchés, est-ce qu'il y a aujourd'hui des indicateurs, des choses qui nous laisseraient penser qu'il se passe quelque chose d'anormal sur les marchés aujourd'hui? Oui, on voit des valorisations quand même très très élevées d'ailleurs, c'est toujours la même chose, hein, depuis le chemin de fer au 19e siècle, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, il y a un phénomène réel qui va créer une rupture dans l'économie mondiale ou l'économie d'un pays. Les gens anticipent que cette rupture va être très profitable et surestiment la rentabilité qui va être provoquée par cette rupture. La rupture dont vous parlez, là, c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est probablement... pour moi, c'est Tesla. Notamment Elon Musk a révolutionné, entre parenthèses, la façon de faire des voitures électriques aux États-Unis en tout cas. Mais déjà, on est en train de voir que l'avenir n'est pas si radieux par rapport à ce qu'on prévoyait il y a 3 ans, qu'il est probable, je ne suis absolument pas un analyste automobile, que dans la voiture électrique, ça sera les constructeurs chinois qui vont prendre des parts de marché importantes dans le monde et que Tesla aura du mal à avoir une rentabilité très élevée. Donc déjà, pour moi, Tesla, le rêve Tesla est moins brillant qu'il ne l'a été. Mais alors Tesla, c'est quand même un cas, et d'ailleurs c'est intéressant, je ne comptais pas parler de Tesla, mais parlons-en quand même 2 minutes, parce que j'aimerais avoir votre avis. C'est une valeur qui est particulière. Parce que quand on pense à Tesla, on pense à Elon Musk. Il y a des gens qui achètent du Tesla en se disant, j'achète pas vraiment du Tesla, mais j'achète du Elon Musk. Je parie sur un homme, finalement. Sur un génie. C'est ce que certains disent, en tout cas. Et c'est un génie. Non, mais il faut pas sous-estimer l'individu. Moyennant quoi, j'ai quand même des doutes sur la capacité d'un génie à gérer une boîte. Il faut quand même qu'il soit entouré. Mais alors là, c'est intéressant parce qu'au-delà du virage politique là qu'il a pris ces derniers mois, ces dernières années, le positionnement de Tesla, là on parle de voitures électriques, mais eux ce qu'ils annoncent, c'est qu'ils miseraient plutôt sur les robots autonomes. Enfin, voilà, tout ce qui est robotique. Est-ce que finalement ce repositionnement, vous vous dites pas, peut-être que là vous me dites, voilà, en gros ce que vous me dites, c'est aujourd'hui, moi je crois plus trop aux voitures électriques, ou alors ça va se passer côté chinois. Là, Tesla, ils sont en train un petit peu de se repositionner, notamment sur des robots. La question, c'est est-ce que c'est quelque chose où vous vous dites, tiens, c'est une valeur dans laquelle je pourrais investir parce que je vois qu'il y a un repositionnement intelligent qui se fait et que je crois en Elon Musk s'il se fait bien entourer, ou alors vous me dites aujourd'hui, moi, j'y toucherai pas. Non, mais pour être clair, on n'en sait rien. Enfin, moi, j'en sais rien et je pense que personne n'en sait quelque chose. Mais personne n'a de boule de cristal. Mais là, votre avis aujourd'hui sur
sur ce qui se passe du côté de Tesla, parce que c'est vous qui m'avez parlé de Tesla. Non, mais j'ai parlé sur la partie automobile électrique, ce qui était, il y a 3-4 ans, la valorisation, pourquoi ça valait beaucoup plus que General Motors ou que avait une capitalisation boursière bien plus élevée que les constructeurs classiques. Et quelques années après, on réalise que le monde n'est pas aussi beau qu'on anticipait et qu'il y a des concurrents. Je voudrais parler un peu d'histoire. Si en 1945, vous aviez prévu que le PC que les ordinateurs, parce qu'on n'était même pas au niveau du PC, allaient se développer, que vous investissiez dans les sociétés qui fabriquaient des ordinateurs qui à l'époque étaient américaines ou même françaises avec Bull, vous auriez pas vraiment fait fortune. C'est-à-dire qu'en 1960, c'est-à-dire 20 ans après, ou même moins, la plupart de ces sociétés avaient disparu. Donc il y avait IBM qui a survécu. Voilà. Donc dire, je sais, même si vous arrivez à prévoir un développement industriel important, déterminer à l'avance quelles sont les sociétés qui vont en bénéficier, c'est quasiment impossible. Moi je dis, moi je suis assez théorique, il faut se rappeler que le modèle qui rend le mieux compte du modèle capitaliste, c'est le modèle de concurrence pure et parfaite. C'est-à-dire, si vous gagnez beaucoup d'argent, vous allez voir des concurrents qui arrivent. Et au bout d'un certain temps, il se peut que ces concurrents soient meilleurs que les gens qui étaient là les premiers. Si on regarde un petit peu historiquement avec tout ce que vous nous dites là, c'est que si on identifie, et qu'on a raison, une sorte de révolution industrielle. On se dit là, voilà, il y a un secteur qui va s'envoler, sur lequel il y a beaucoup d'argent qui va arriver. Là, ce que vous me dites, c'est que finalement, faut pas forcément investir dans les premières entreprises qui sont sur ces secteurs-là, parce qu'elles peuvent se faire disrupter par d'autres. Et finalement, c'est pas forcément le premier arrivé, le premier servi dans ce cas-là. C'est un peu ce que je dis, c'est il faut se rappeler qu'on est dans un monde où il y a de la concurrence. Et qu'a priori, sauf aberration, les aberrations, ça a été les effets de réseau, notamment avec Meta et Google. Mais s'il n'y a pas d'effet de réseau, a priori, l'histoire du capitalisme occidental, c'est vous gagnez de l'argent, ça attire des concurrents et vous en gagnez moins. Donc l'idée de dire j'ai un produit génial, je vais en faire de plus en plus et je vais augmenter mes marges, c'est possible parce que tout est possible, mais c'est un modèle rare. Donc c'est un peu contre-intuitif finalement. C'est un peu contre-intuitif de se dire c'est les premières qui sont là sur un tel secteur. En fait, vous dites avec le temps on croit que ça va augmenter. Comme il y a plus de concurrence, les marges sont plus faibles, donc on gagne moins d'argent. Là, si on revient aujourd'hui, si vous deviez identifier là et encore une fois je précise, personne n'a le bout de cristal, c'est pas conseiller en investissement. Pour moi, Nvidia, c'est intéressant parce que la quasi-totalité des investisseurs qui achètent du titre Nvidia ne sont pas capables de faire la différence entre une puce Intel et une puce Nvidia. Alors c'est intéressant de parler Nvidia parce que pour mettre dans le contexte, au jour où on enregistre ce podcast, Nvidia bat tous les records pour une société cotée. Elle a passé il y a quelques jours les fameux 5 000 milliards de dollars de valorisation, dont 1 000 milliards supplémentaires en seulement 3 mois. Donc quand vous voyez ça, William, pour moi, c'est bon. Je dis tout de suite, je ne connais rien aux puces, je ne connais rien aux puces qu'on utilise pour l'intelligence artificielle. Moyennant quoi, si je devais jouer sur un scénario, je pense que dans les 10 prochaines années, il y aura d'autres fabricants de puces que Nvidia, et que Nvidia n'aura peut-être pas la position dominante qu'elle a aujourd'hui, ou que peut-être qu'on arrivera à faire des puces avec des coûts beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, et que peut-être que les puissances de calcul qui font rêver aujourd'hui avec les cartes, enfin Nvidia à l'origine c'était les cartes graphiques qui leur a donné un avantage compétitif, mais il se peut que quelque part quelqu'un est en train de faire un nouveau type de cartes qui seront plus efficaces que les cartes
qui était graphique de Nvidia. Et moi, je crois assez à la capacité d'innovation dans le système capitaliste. Et donc, je parierais sur une innovation non prévue aujourd'hui qui fera que la position Nvidia sera moins dominante qu'elle n'est aujourd'hui. Si on regarde un petit peu justement les potentielles révolutions technologiques en cours, révolutions industrielles, là, vous identifierez quoi? Ce serait l'IA pour vous aujourd'hui qu'il faut regarder comme une révolution industrielle. En préparant cette émission, vous m'avez dit, voilà, pour moi, potentiellement, et encore une fois, personne n'a le boule de cristal, potentiellement, la prochaine crise, ce serait un fort dégonflement des valeurs IA. Voilà. Est-ce que c'est le cas? Oui, non, mais bon, aujourd'hui, tout est beau, tout est génial. Les gens, les sociétés liées à l'IA investissent des sommes énormes. Et on n'a pas encore prouvé que ces sommes énormes vont être rentables. Alors, c'est intéressant. Est-ce que pour vous, ce qui se passe un petit peu sur l'IA, que ce soit en termes de valorisation, que ce soit en termes d'investissement, et que ce soit en termes aussi médiatiquement autour de vous, quand vous parlez un petit peu avec des proches, des gens que vous connaissez pas forcément, que vous lisez les journaux, est-ce que ça ressemble à la bulle Internet, à ce qui s'est passé en 2000? Ça ressemble pas mal. Ça ressemble... Non, mais c'est-à-dire, les gens rêvent... Non, mais... Disons, ça ressemble à toutes les bulles qu'il y a eu sur des ruptures industrielles. On peut même remonter aux années 60 avec les sociétés en NIC, c'est-à-dire les valeurs électroniques pendant quelques années des années 60 ont monté comme des fusées pas toutes les sociétés, mais les sociétés qui avaient un bon marketing financier rajoutaient NIC à leur nom et ça a augmenté leur pricing. Donc voilà. Comme la blockchain il y a quelques années, oui. Voilà. Ok. Et là aujourd'hui, comment vous, en tant qu'investisseur, comment vous navigueriez justement dans cet océan un petit peu de l'IA où on voit à la moi, fois... Je fais rien. Non, mais je fais rien. En fait, c'est plutôt l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire que globalement, le marché aujourd'hui estime que les valeurs informatiques, disons les ESN, auront des difficultés parce que l'IA remplacera les codeurs et que le marché des boîtes informatiques va s'effondrer parce que l'IA remplacera l'informaticien. Ce qui est un scénario possible. Hein. Je ne veux pas dire que c'est un scénario complètement loufoque. On peut aussi penser que l'IA va accroître la productivité des informaticiens et que grâce à ça, l'informatique va pouvoir faire des choses qui étaient trop chères avant et que le marché des sociétés liées à l'informatique va croître et que l'IA, ça sera simplement une augmentation de la productivité. La plupart des sociétés informatiques, à commencer par Capgemini, disent l'IA, oui, c'est bien, ça améliore la productivité des informaticiens, mais c'est pas une rupture totale. On travaille mieux, mais on a toujours eu des progrès dans notre secteur, et c'est un nouveau progrès. Sur l'IA en particulier, si vous aviez par exemple un pari à faire, vous parieriez plutôt sur des pure players de l'IA, des sociétés qui font que de l'IA, par exemple. Non, c'est beaucoup trop tard. En fait, la règle de base de notre stratégie, c'est de dire si vous achetez un price earning supérieur à 20, c'est un bon moyen de perdre de l'argent. Ça, c'est ce que disait Benjamin Graham en 49, et c'est toujours vrai. Sauf, ça n'a pas été vrai pendant 5 ans, mais 5 ans, qu'est-ce que c'est que 5 ans? Donc pour vous, quand vous appliquez cette règle, pure player IA, aujourd'hui, il faut oublier. Oublier, oui. Et est-ce qu'il y a quand même quelque chose à faire sur l'IA, selon vous, en appliquant encore cette règle, en vous disant, là, le marché n'a peut-être pas identifié des sociétés qui pourraient bénéficier indirectement de l'IA et qui pourraient justement augmenter largement leurs bénéfices? Non, la réponse est non. Quand l'IA est à la mode partout, toutes les sociétés qui peuvent bénéficier de l'IA sont très bien valorisées. Et à l'inverse, les sociétés qui, a priori, vont avoir des problèmes avec l'IA valent plus rien.
Donc, si vous êtes contrariant, il faut acheter des titres de société qui pourraient être pénalisés par l'IA. Si vous, mais Mais là, il faut vraiment être contrariant et c'est peut-être risqué, hein, j'en sais rien. Mais vous achetez du Téléperformance avec un pricing de 5, vous achetez de l'Ipsos qui doit avoir un pricing de 7 et vous espérez que les dirigeants sont assez intelligents pour utiliser l'IA et pour ne pas disparaître parce que bon, quand vous avez un pricing de 5, c'est qu'on estime que votre bénéfice va être divisé par 2 assez rapidement. Mais bon, c'est pas du tout un conseil. Si vous avez envie d'aller dans le sens opposé du marché, vous pouvez faire ça. Ok. Justement, aujourd'hui, alors, on va passer aux 2 questions cash qu'on pose habituellement ici dans cette émission. Peut-être avant, si vous avez, après avoir retraversé un petit peu ces 4 crises, parlant de la potentielle prochaine crise, aujourd'hui, vous êtes un investisseur qui arrive sur les marchés, qui a un horizon de temps long, c'est-à-dire plus de 10 ans, 15 ans. Quel conseil vous auriez à lui donner aujourd'hui ? Disons, en fait, le conseil, c'est personne n'a de don de voyance. Okay, et donc, croire que les marchés sont efficients et arrivent à incorporer la totalité des connaissances, c'est faux, voilà. C'est faux. Traditionnellement, les sociétés les plus mal valorisées battent les sociétés les mieux valorisées. Et les petites sociétés ont tendance à faire mieux que les grandes sur longue période. Donc ça, c'est des bases. Ensuite, il vaut mieux investir dans des sociétés qui ont une forte rentabilité des fonds propres que des sociétés qui ont une faible rentabilité des fonds propres. Donc, en bref, vous achetez des titres pas chers. Bon, aujourd'hui, ça serait des pricing de 10-12. Actuellement, le fonds est à 10. Et des rentabilités des fonds propres élevées, c'est-à-dire supérieures à 10%. Bon, avec ça, normalement, ça marche relativement bien. Donc, pour vous, les recettes d'hier sont les mêmes que celles d'aujourd'hui pour faire de l'argent sur les marchés ? Oui, c'est-à-dire, si vous admettez le postulat que le monde est incertain et que personne n'est capable de prévoir l'avenir, notamment vous, c'est une assez bonne stratégie. On va passer aux 2 questions cash. Donc les 2 questions cash, la première question cash, William, c'est un petit peu l'investissement casino. Ce n'est pas un conseiller en investissement, vous avez une somme d'argent qui est la vôtre, c'est pas celle de vos clients, vous n'en avez pas besoin. Là, si vous aviez un pari un petit peu spéculatif à faire aujourd'hui, sur quel actif, où est-ce que vous mettriez votre billet aujourd'hui ? Alors, je vais tout de suite dire, quand je fais des spéculations comme ça, généralement, je perds de l'argent. Donc, méfiez-vous de ce que je vais dire. Donc, Quadient me paraît une assez bonne société pour ça. Quadient, au cas où personne ne la connaît, enfin pratiquement, c'est une société qui fabrique des machines à affranchir. Comme il y a de moins en moins de courriers, c'est un secteur qui décroît d'à peu près 6% par an. Et c'est l'origine du cash de la société. Donc ça, c'est le côté négatif. Ils se sont lancés dans les lockers, c'est-à-dire dans les... Comment on appelle ça en bon français ? Dans les endroits où vous réceptionnez les produits d'Amazon et de tous les vendeurs sur Internet. Et ils veulent être un intervenant mondial sur ce secteur-là. Alors, ça veut dire quoi, en fait, les lockers ? C'est quoi ? C'est ils installent des sortes de mini-entrepôts, en fait, pour recevoir c'est pas des mini-entrepôts, alors, le problème, en français, comment on dit ça ? Les lockers, c'est ce que vous voyez dans les gares, notamment, où vous pouvez... on vous donne un code et vous avez le colis. Vous récupérez le colis. Okay. Voilà. Non, mais très clair. Okay. Voilà. Donc, ils sont présents en Angleterre, en France, aux États-Unis, au Japon, mais oui. Ils investissent des sommes énormes. Ils sont à peine... Enfin, je suis même pas sûr qu'ils soient profitables. Mais ils pensent l'être l'année prochaine. Et si vous pensez qu'il y a une barrière à l'entrée, c'est un métier qui devrait être rentable un jour. Et surtout, ils ont une activité logicielle
et qu'ils arrivent à commercialiser en se servant notamment de leurs commerciaux qui font des produits pour affranchir le courrier. Donc, ils ont des commerciaux qui vont voir des petites sociétés. Et le problème, quand vous avez des logiciels qui sont normalement commercialisés auprès des petites sociétés, c'est que vous n'arrivez pas à rentabiliser ça parce que vos commerciaux coûtent trop cher. Donc, ils développent cette activité logicielle. Et si vous êtes optimiste, vous pensez que cette activité logicielle va se développer particulièrement en France parce qu'on va obliger les sociétés à faire leurs factures sous forme numérique, parce que le fisc serait très content que si on faisait ça, et que ça va obliger la quasi-totalité des sociétés d'avoir une solution logicielle. Et qu'à cette occasion-là, ils pourraient vendre un petit logiciel un peu plus sophistiqué. Donc Quadient pourrait être un pari. Pourrait être une société valorisée comme une société de software, alors qu'aujourd'hui c'est une société holding avec une décote et pas très bien valorisée parce que les machines à affranchir ont un avenir incertain. Voilà. Très incertain. Deuxième question, Cash William. Vous êtes sur une île déserte, vous êtes en train d'enterrer un coffre dans le sable, et ce coffre, vous allez le déterrer dans 10 ans. Vous n'y avez pas accès entre-temps. Quels actifs vous mettez à l'intérieur? Alors, je mettrais des dessins de Paul Césarelleux, qui d'après moi est le plus grand dessinateur depuis Fragonard, qui n'a pas une cote élevée parce que c'est un graveur, et quand vous faites une gravure, vous la tirez à 100 exemplaires. Comme il était hyper doué, il en a dû en faire 1000. Vous multipliez par 100, ça fait 100 000 produits. Donc pour avoir une cote élevée sur 100 000 produits, il faut vraiment que vous soyez bon. Les dessins, il y en a nettement moins. Et donc vous avez plus de chances que les dessins prennent de la valeur. Mais d'après moi, c'est un artiste qui est pas assez bien reconnu, notamment en France, mais qui pour le dessin était parce qu'il est mort, extraordinaire. Après, je mettrais de l'or. J'ai jamais acheté d'or, mais là, je suis en train de me dire que le monde est tellement incertain. Alors, c'est intéressant, William, parce que ça fait très longtemps que vous êtes sur les marchés, vous n'avez jamais acheté d'or, et aujourd'hui, on est sur des records. Non, mais j'achèterai pas aujourd'hui. Alors, c'est intéressant. Ouais. Donc alors là, ça dépend quand est-ce que je serai sur mon deal. Alors là, j'ai pas re-regardé. Voilà, c'est ça. Non mais alors, j'ai pas re-regardé ce matin le cours de l'or, mais c'est vrai que là, on était sur des records. Puis à un moment, ça a baissé. Donc il faudrait attendre que ça se calme un peu. Mais si je dois attendre 10 ans, c'est pas complètement absurde. Donc là, à horizon 10 ans, vous pourriez quand même acheter sur les niveaux actuels. Vous vous dites que, bon, à horizon 10 ans, ça peut bien se passer sur de l'or. Non, mais c'est-à-dire, pas tout. À 10 ans, parce que si on admet ma position de dire j'ai aucune visibilité sur ce qui va se passer demain, je peux mettre un peu n'importe quoi dans le coffre. Non, ça dépend. Non, mais ça dépend, parce qu'il y a des actifs qui ne monteront pas forcément. Mais alors, j'aimerais juste creuser, juste avant de finir l'émission, pourquoi acheter de l'or aujourd'hui en particulier? Le monde, selon vous, est plus incertain aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans? Là, le gros changement, c'est les États-Unis. Le retrait des États-Unis sur leurs frontières est quand même un événement majeur. Soit dit en passant, pas que des côtés négatifs. Il y a un très bon article du FT ce week-end dans lequel ils expliquent que Trump a été très bon pour l'économie mondiale. Et en fait, c'est un bon article qui explique notamment que comme il a plus ou moins retiré le parapluie américain sur l'Europe, les Européens investissent dans la défense, et donc c'est grâce à ça que la croissance en Europe a redémarré. Que les investissements aux États-Unis repartent, enfin, dans une partie de l'industrie manufacturière et dans l'IA. Et donc, il n'y a pas que des côtés négatifs sur le bilan de Trump. Mais, bon, on a quand même, disons, tout ce qu'on a eu pendant quand même longtemps a disparu violemment.
Et donc l'incertitude est plus élevée, notamment parce que je pense que des gens comme Poutine... Alors le seul truc, c'est que Trump étant imprévisible, Poutine doit se demander qu'est-ce que fera Trump demain, donc ce qui, quelque part, doit l'inquiéter. Mais bon, on est quand même dans une position plus troublante. Les gens oublient l'Ukraine, mais le fait que l'Ukraine tienne est quand même un miracle. Donc moi j'ai vécu dans ma jeunesse où on croyait à la menace russe en 77. Donc on essayait j'apprenais à distinguer un char russe d'un autre char russe. Donc la menace russe existe. Donc effectivement, d'où le fait que par ailleurs, je me méfie terriblement des États et des États endettés. Et vous méfiez de la France ou pas? Oui, la France, ça devient du délire. Là, disons, tous les matins ou toutes les après-midi, on crée un nouvel impôt, que personne ne pense que peut-être qu'il faudrait diminuer la dépense publique et que comme globalement... non, mais ce qui est quand même impressionnant en France, c'est un jour, c'était le responsable du budget de l'Élysée, et ça avait été un scandale parce que l'Élysée avait augmenté son budget de 3%, et le responsable avait dit, mais bon, globalement, on me donne 3%, je le dépense. Donc l'idée quand même dans l'administration, c'est pas de se dire tous les matins, j'essaye de faire la même chose avec moins d'argent. Bon. Et comme ça fait des années qu'ils ne se sont pas posé la question, honnêtement, il y a des économies possibles. Mais on a l'impression que nos hommes politiques ne sont pas convaincus du fait. Et notamment, bon, il se trouve que je suis dans une famille où il y a pas mal de médecins. Qu'on le veuille ou non, l'assistance publique n'est pas très productive par rapport aux cliniques. Et personne ne se dit, on va peut-être prendre pour modèle les cliniques les plus productives et on va essayer d'avoir la même productivité dans les hôpitaux français. Dans ce contexte globalement incertain, donc c'est intéressant, vous achèteriez de l'or, alors pas forcément mais surtout, mais ce que je voulais dire, c'est à partir du moment où les États sont endettés, l'inflation est presque garantie. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Bitcoin ? Est-ce que vous avez un avis sur le Bitcoin? Vu que vous achetez de l'or et que Bitcoin aujourd'hui... non, mais je ne jouerai jamais sur une monnaie qui ne... Enfin, pour que les gens acceptent une monnaie, il faut qu'un État dise vous êtes obligé de l'accepter. Alors là, je ne parle pas d'un point de vue monétaire, c'est-à-dire je ne parle pas sur le pari, je ne vous demande pas si vous pensez que le Bitcoin sera une monnaie nationale ou mondiale demain, plus sous l'angle réserve de valeur, le fait qu'il y ait une quantité finie, qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Une monnaie qui n'est pas appuyée par le fiat d'un État vaut rien. Donc vous, c'est or et pas Bitcoin. Ouais. Bon, ok. Je suis paniqué, mais en plus, si je fais de l'or, c'est que je suis trop vieux maintenant. C'est là où on voit que l'âge finit par avoir des conséquences négatives. Toute dernière question. Vous parliez de la France, là, vous parliez des États-Unis. Aujourd'hui, s'il y avait une zone géographique dans le monde où vous diriez... Alors, je sais que c'est pas forcément comme ça que vous raisonnez quand vous investissez, mais là, s'il y avait une zone géographique à privilégier aujourd'hui, où vous dites, il y a peut-être quelque chose à faire. Ça marche jamais. Ça marche pas. Ça marche jamais. Faut pas raisonner comme ça. Non, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, mais... non, mais selon vous. Historiquement, on a toujours trouvé que l'Argentine, entre deux crises, était un très beau pays pour investir, et globalement, c'était la catastrophe. Les marchés émergents ont jamais marché non plus. Alors ça, c'est à la mode en plus en ce moment. Il y a beaucoup d'ETF, par exemple, qui arrivent sur les marchés émergents. On pense à l'Inde, on pense à... certains pensent à la Chine aussi également. Oui, mais la Chine, c'est intéressant. La Chine, il y a eu une grande période où tout le monde voulait investir en Chine. Non, mais c'est un peu toujours la même chose. Il y a une histoire. L'histoire est bonne, enfin, est réelle. C'est-à-dire, il y a maintenant je me rappelle même plus quand, mais la Chine va se développer industriellement. Il faut investir dans les sociétés chinoises et tout ce que vous voulez. Et globalement, ça n'a pas marché. Alors, probablement parce que la rentabilité marginale du capital est relativement faible en Chine.
parce que le système chinois, c'est le Parti communiste chinois décide que des secteurs doivent être développés, subventionne à haute dose ces secteurs-là, et la rentabilité, et comme il y a énormément de capitaux, la rentabilité marginale finit par s'effondrer. Donc le résultat, c'est que le petit capitaliste gagne pas énormément d'argent puisque sa rentabilité marginale est faible. Donc ça marche pas. Après, les gens ont complètement oublié que la Chine est un pays communiste, avec un système économique bizarre parce que ça ressemble à une économie de marché. Néanmoins, dans les entreprises chinoises, c'est quand même le parti qui dirige. Donc effectivement, un système capitaliste où c'est un parti communiste qui dirige, a priori, c'est pas le meilleur endroit pour gagner de l'argent. Mais bon, on peut oublier ça. Compte tenu de ma longue expérience, mais peut-être que ça veut dire que je m'encroute. Dès qu'on vous dit qu'il faut investir dans un pays, c'est déjà trop tard. Voilà. Donc ça a été le Japon dans les années 80, ça a été la Chine au début des années 2000, c'est les pays émergents de temps en temps, notamment quand leur cours a monté depuis 3 ou 4 ans. Mais bon, ce que je veux dire sur les pays émergents, pour que vous gagniez de l'argent en tant qu'investisseur, il faut qu'il y ait un système juridique qui vous garantisse que que la société dans laquelle vous investissez va garder l'argent que vous avez mis dedans et que le dirigeant ne va pas partir pour créer une structure concurrentielle le lendemain. Bon. Ok, donc la thèse des émergents, alors la Chine c'est un cas un petit peu particulier, parce que politiquement parlant c'est particulier, mais vous, la thèse des émergents, de se dire bon allez je vais parier sur une zone géographique qui demain potentiellement sera plus développée économiquement parlant, voilà, c'est pas quelque chose qui pour... Non mais il y a l'Afrique est un bon... L'Afrique, on peut dire que l'Afrique va se développer, etc., etc. Néanmoins, pour des raisons qui m'échappent complètement, les monnaies locales baissent par rapport à l'euro sur longue période, et vous gagnez pas énormément d'argent en investissant en Afrique. Mais en monnaie locale, ça marche très bien. Oui, en monnaie, ouais. On peut en parler des heures aussi, des devises, etc. D'ailleurs, il y a un super épisode qui a été fait là avec Mathieu et Kevin Tozet de Carmignac. Allez-y pour comprendre un petit peu le risque qu'il peut y avoir autour des devises. Comment éviter de perdre de l'argent, mais aussi comment vous pouvez aussi en gagner. William, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter un petit peu sur tout ce qu'on s'est dit pour les investisseurs qui nous écoutent. Bon, ça fait déjà pas mal de choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, William Higons, président d'Indépendance AM. Merci d'avoir été avec nous, William. Ce serait intéressant d'ailleurs de faire un épisode plus particulier sur le fameux value investing qui vous est cher et qui explique toutes vos performances assez incroyables depuis ces dernières années. Merci d'avoir été avec nous, William. Quant à vous, merci de nous avoir écoutés. Continuez à nous envoyer vos questions. Évidemment, les prochaines émissions, c'est pour vous. On recevra, comme d'habitude, vos questions. Mais surtout, prenez le contrôle de votre argent.